avant de débuter la plénière, je vais céder la parole à Béatrice Tamboul. Bien, Béatrice. Qui va faire une petite annonce importante, et donc il y a toute sa place dans cette plénière sur la politique des drogues. Donc si vous pouvez projeter le texte Word de Béatrice Tamboul en fond d'écran, ça serait super. Voilà, merci. Bon, je ne suis pas sur programme, je vais être brève. C'est pour vous parler de l'appel de Marseille. Donc certains se rappellent peut-être qu'il y a 2 ans en arrière, on avait lancé un appel de Marseille pour la légalisation du cannabis, qui avait fait un petit buzz médiatique. Et on a été particulièrement interpellés par la visite de plusieurs ministres la semaine dernière dans les quartiers dits sensibles de notre ville, qui sont venus parler du trafic de drogue, donc le lieu était approprié, et de la réponse qu'ils entendaient donner, qui est une augmentation de la répression. Bon, nous, en tant que professionnels de la réduction des risques, on a été particulièrement interpellés sur le fait que, alors que l'hôpital est exsangue, alors que nos services fonctionnent avec des moyens plus que modestes, enfin, en tout cas, il y a une vraie stagnation, il y a une absence de prise en compte de la réalité de la situation de l'usage de drogue dans la ville de Marseille, mais c'est valable pour toute la France, hein. Donc, on tient à lancer un appel. Cette fois-ci, c'est pas uniquement, ça vient de Marseille, mais on aimerait que vous signiez tous. Il y a le lien. Ah, il faut monter un tout petit peu parce que il y a le lien en bas sur lequel vous pouvez signer pour que, effectivement, les pouvoirs publics entendent ce que sont véritablement les priorités en matière de réduction des risques, en matière de réponse sanitaire à la question de l'usage des drogues, que la répression, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, ça coûte cher et ça rapporte rien, ça contrevient aux droits humains, et en termes de santé publique, c'est particulièrement contre-productif, puisque toute clandestinité éloigne les usagers des services qui peuvent leur être prodigués. Je ne vais pas être plus longue, c'est écrit en tout petit, mais vous tapez sur votre moteur de recherche « Appel de Marseille » et vous faites circuler dans vos réseaux, et je vous remercie. Bon, alors, quelques mots rapides pour vous présenter cette séance. Cette séance, donc, bénéficiera de 2 présidences, à la fois un président répondeur, nous a dit Bernard Kouchner. Donc, la présidence sera assurée par Didier Gell, donc vous connaissez probablement tous déjà, peut-être pour les jeunes étudiants qui se sont associés au congrès, on précisera. Didier Gell a dirigé la MILT, Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies, qui est devenue maintenant la MILDECA. Il a succédé à Nicole Maesrachi. Il est dermatologue, fondateur du CRIPS, pionnier de la lutte contre le sida. Didier Gell a beaucoup milité pour la réduction des risques, donnant naissance, entre autres, à la revue SWAPS, qui est une revue à 4 numéros par an. Donc, fusionnant d'idées, professeur d'addictologie au CNAM, il représente ici à la fois le savant et le militant. Bernard Kouchner sera là pour Bon, pour Bernard Kouchner aussi, ça pourrait être, mais vous avez déjà eu sa présentation hier par l'organisateur du congrès, et je crois que vous le connaissez tous, donc on ne redira pas, hein, cofondateur de Médecins sans frontières, Médecins du monde, ministre de différents gouvernements, militant de l'action humanitaire et du droit d'ingérence, ministre des Affaires étrangères européennes. Il représente à cette présidence le médecin engagé, le politique, mais aussi l'ingérant, celui qui a stimulé, avivé une réflexion sur droit et morale humanitaire. Donc, dans tout État où la population souffre, où les droits de l'homme sont bafoués, il y a un devoir d'intervenir. Et vous verrez qu'il y a des liens avec le sujet donc, de la réduction des risques. Donc, cette table ronde sera entre prohibition, santé publique et régulation sociétale. Vous le verrez, une pensée en archipel. On l'a vu un peu lors du débat qu'il y a eu hier. On voit qu'il y a différents angles d'approche et on aura l'occasion d'approcher au cours de cette séance à la fois la vision kaléidoscopique, je dirais, du cannabis, à la fois
un remède et un poison, à la fois une médecine et à la fois une substance illégale, enfin tous ces statuts du cannabis qui fait qu'on ne peut en avoir qu'une approche par facette. Alors cela donc sera abordé d'abord par Andrew Friedman, Avenir du cannabis aux États-Unis. Ensuite interviendra pour la politique des drogues centrées sur les droits humains, santé publique et développement humain, Milton Romani, dont vous connaissez tous l'enthousiasme et l'implication sur ce sujet. Et enfin, Ivana Abradovic, qui est directrice adjointe à l'Office français des drogues et des toxicomanies, vous présentera une analyse comparée des approches de législation du cannabis sur différents États. Donc, on va voir effectivement ces différentes approches, comment les différents pays ont mis en place des législations qui se recoupent, diffèrent, et comment effectivement on n'a pas une pensée en bloc continental, un bloc continental sur ce sujet, mais comme le disait effectivement Édouard Glissant, plutôt une pensée, un archipel, qui va donc se développer dans cet atelier et auquel vous allez participer beaucoup, nous l'espérons, au cours de cette session. Voilà, alors je donne la parole à Didier. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aux organisateurs, à Jean-Pierre en particulier, de m'avoir invité. Je suis très heureux de présider cette session avec Bernard Kouchner. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit là en tant que ministre de la Santé en exercice, venir nous présenter le nouveau programme de distribution régulée du cannabis en France. mais comme il l'a dit hier, je crains, comme lui, que notre pays soit peut-être le dernier à le faire. En revanche, et on ne sait pas toujours, il a été le premier à interdire le cannabis. Et d'une manière assez singulière. C'était il y a 100 ans, en 1916 très exactement, c'est-à-dire en pleine guerre des tranchées, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la première loi de prohibition pour interdire l'opium, l'héroïne, la cocaïne et le hashish. Et c'est assez curieux parce qu'on se demande pourquoi en 1916, il y a peut-être d'autres choses à faire. Est-ce qu'il y avait une épidémie de consommation de drogue? Non. Non. Est-ce qu'il y avait urgence à ratifier la première convention internationale de l'Haye 1912? Non. En fait, la raison était que la cocaïne et l'héroïne étaient des produits issus de l'industrie chimique allemande. Et les Boches tuaient nos hommes avec des balles, on n'allait pas les laisser tuer nos femmes et nos enfants avec leurs drogues. Voilà. Et donc, ça a été la première loi de prohibition fait en France. Pourquoi le hashish? Alors, personne ne le consommait à l'époque. Je ne sais pas, ce sont des raisons un petit peu obscures sur lesquelles... Bon. 50 ans plus tard, une nouvelle loi, soit 1970, va être promulguée, également à l'unanimité. Et vous voyez que 1970, ce n'est pas une époque neutre, c'est juste après les événements de 68. Et c'est une loi qui a été faite, en fait, pour lutter contre la dégradation des mœurs. Et Alain Perfit, qui était député, qui a joué un rôle important dans les discussions autour de la loi, disait « La violence, la prostitution, l'homosexualité masculine et féminine s'étendent. Et tout est lié. La drogue est sans doute le phénomène le plus aigu du déferlement auquel nous assistons. » Donc vous voyez un petit peu dans quel esprit a été votée la loi de 70, qui est une loi répressive, néanmoins aussi une loi de santé publique, que vous connaissez et qui est toujours en vigueur, même si elle a été amendée récemment avec la contravention à 200 €. Je ne vais pas y revenir. Mais je voudrais plutôt qu'on se pose des questions. Comment ça pourrait bouger, comment ça pourrait changer, et que faudrait-il pour que les choses progressent? Certains ont dit hier l'ONU. L'ONU doit proposer un bond en avant. Je crois que c'est une vue de l'esprit. À l'ONU, il y a au moins 150 pays
qui sont absolument contre tout changement des conventions et qui, au contraire, voudraient encore les durcir. Donc je suis d'accord avec toi, fausse piste, mauvaise piste. Exactement. Le premier pays qui a failli changer, c'est la Suisse, en 2003. Et le gouvernement avait proposé un programme très élaboré, très précis de légalisation, de distribution contrôlée, je dirais, on devrait dire, des drogues. Et puis, malheureusement, qu'il a annoncé d'ailleurs officiellement, même ici en France, je me souviens, à Pau, en 2003. Et puis, un changement de majorité en Suisse a fait que finalement, le gouvernement était bien en minorité et on a retiré le projet de loi. Et finalement, c'est l'Uruguay qui sera le premier pays à légaliser le cannabis. Il faut dire que, je crois que c'est ça qui est vraiment important, qui change. Il y a un nouveau souffle qui vient des Amériques. Il y a l'Uruguay, le premier. Milton nous en parlera. Et puis, il y a le Canada récemment. Et puis, les États-Unis. Alors, les États-Unis, ce n'est pas le pays, c'est des États américains. Le premier, Colorado, l'État de Washington. Andrew nous en fera. Et puis, je crois surtout la Californie en 2016, novembre 2016, en même temps que l'élection. La Californie, qui a un impact, d'abord qui est le plus grand État américain, mais qui a une influence mondiale extraordinaire. Comme disait Jacques Attali, c'est le cœur du monde occidental d'aujourd'hui. Et donc, je pense que cette bascule de la Californie va avoir un impact absolument majeur. Une autre conséquence de cette légalisation dans les États américains est qu'elle rend un petit peu paradoxale la position des États-Unis dans le monde. Il faut voir que toutes les conventions internationales, donc depuis 100 ans, depuis Shanghai, sont portées par les États-Unis. Que les États-Unis sont le seul pays au monde qui fait de la politique des drogues une priorité de la politique étrangère. Il n'y en a pas d'autres. Et ils sont toujours battus pour les drogues depuis le début. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont imposé, pour rester aux négociations, que la Convention de la Haye soit inclue dans le traité de Versailles. Je pourrais multiplier les exemples. Alors, c'est vrai que les États-Unis emportent la majorité des États dans leur sillage dans une position répressive. Le fait qu'aux États-Unis, finalement, ça va être le seul pays où on va pouvoir se procurer, un des seuls pays où on va pouvoir se procurer du cannabis librement, fragilise la position du côté des répressifs des États-Unis. Ça, je pense que ça peut vraiment changer quelque chose dans l'équilibre des pouvoirs au sein de l'ONU, mais ça va être très long, mais je crois que ça va quand même être assez déterminant. La Californie, plus cet impact indirect du changement de politique américaine, va certainement avoir des conséquences. Pour revenir à la France, comme l'a dit Bernard Kouchner, les politiques ne vont pas faire des lois justes qui vont leur enlever des électeurs. D'autant qu'il n'y a pas consensus chez les médecins, y compris chez les addictologues, et sans parler de l'Académie de médecine. Nous n'en parlerons pas. Néanmoins, il y a des choses qui progressent, et les représentations, je crois, en France progressent. D'abord, vous avez vu qu'aux dernières élections présidentielles, c'était quand même une première, les candidats de la gauche se sont ouvertement, et très bien expliqués d'ailleurs, soit Mélenchon, Hamon, oui, ont vraiment défendu la légalisation, ce qui quand même est nouveau, parce qu'avant, quand même, un ministre socialiste défendait les positions de légalisation, il se faisait vite pan sur le bec et il se taisait. Donc là, c'est ouvertement une politique. Emmanuel Macron, candidat, a promis l'ouverture d'un débat sur la légalisation qu'on attend toujours. Si on voit les Français, les représentations des Français, les sondages montrent que, Ivana l'a dit hier, 90% environ des Français sont favorables au cannabis thérapeutique. Bon, ce qui permet à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, d'ouvrir le dossier cannabis thérapeutique, qui avance,
avec le soutien du Premier ministre, même si la mine des Cas reste totalement muette sur le sujet. Pour le cannabis thérapeutique, ce n'est pas la même chose. C'est 50%. 50% en gros des Français sont favorables à légalisation. C'est le double de ce qui existait il y a 15 ans. Mais 50%, ce n'est pas assez, c'est trop casse-gueule pour changer les lois. Et quand on prend les plus de 65 ans, et on exclut Bernard Kouchner et moi-même, les plus de 65 ans qui sont moins favorables. Ils sont moins de 50%. Mais en gros, ça fait 50%. Et ça, dans tous les milieux, ça qui est intéressant, que ce soit dans les villes, en milieu rural, et dans toutes les classes de la société, c'est à peu près la moitié. Le problème, c'est qu'il faut faire augmenter ce chiffre. Parce que, comme le disait Andrew hier, s'il n'y a pas une majorité de la population qui est en phase avec cette idée de changement, eh bien, aucun politique ne prendra la responsabilité de changer la loi. Donc, moi, je suis, comme Béatrice Tamboul, assez optimiste, parce que, sous réserve que la société civile se mobilise, et se mobilise beaucoup plus qu'elle ne le fait. C'est vrai que quand on va dans les États qui ont changé, on voit, je ne sais pas, l'État de Washington, par exemple, je suis allé, la Hempfest, qui était une grande fête qui rassemblait plusieurs centaines de milliers de personnes autour du cannabis, qui entretenait comme ça une espèce de volonté de populaire pour changer les choses. C'était pareil aussi au Colorado. Il y a eu un mouvement aussi, enfin important et ancien en Uruguay. Eh bien, on n'a pas ça en France. Loin est l'appel du 18 juin. Hein, c'était en 1976. Bon. Oui, il y a eu des fêtes, mais enfin, il faut que la société civile et les associations en particulier pro-légalisation se structurent et des moyens humains, financiers, juridiques beaucoup plus importants pour faire avancer les choses qui aujourd'hui, il faut dire, n'avancent pas beaucoup. Alors, il y a une chose, je vais bientôt terminer. Plusieurs élus de la France rurale, de droite comme de gauche, on vient d'ouvrir un chantier autour du cannabis, du chanvre bien-être. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Je ne serais pas étonné que d'ici 2020, ça aboutisse à des réformes beaucoup plus profondes que l'amende à 200 €. Mais on en parlera à THS 2020. Et puis il y a aussi, moi je crois beaucoup plus qu'à l'ONU, mais il y a l'Union européenne. Et dans plusieurs pays de l'Union européenne, et en Suisse, eh bien, les choses continuent d'avancer. Alors ça ne se fait pas au niveau des gouvernements, ça se fait au niveau local, ça se fait au niveau des régions, ça se fait au niveau des cantons, ça se fait au niveau des länders. Et quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment faire, parce que la France est trop centralisée. Si on change quelque chose en France, c'est partout de la même chose immédiatement. Donc, et nos régions et nos départements n'ont finalement aucune compétence pour intervenir dans ces sujets, comme dans plein d'autres d'ailleurs. On a une pseudo-décentralisation, mais ce n'est pas une vraie décentralisation, je dirais au sens européen du terme. Et donc, moi je crois quand même que ce qui va se passer, ce qui se passe déjà aujourd'hui à Zurich, à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, à Berlin, à Barcelone, à Madrid, va vraiment faire bouger les choses. Il y a un moment où la France ne pourra pas éternellement se camper pour des raisons idéologiques et soutenir un système qui ne marche pas et qui s'accompagne de la consommation la plus élevée du monde. Je vous remercie et je passe la parole d'abord à Bernard qui va réagir. Si Bernard Kouchner veut bien réagir. Peut-être, moi, je pensais sur cette question de décentralisation aussi en France. Les régions, certes, ont peu de compétences dans ce champ-là, sauf que, quand même, c'est des compétences en matière de recherche. Et là, est-ce que vous ne pensez pas que les régions aussi ont un rôle à jouer en matière de développement des recherches et aussi de porter à la connaissance d'eux, afin que les connaissances augmentent sur le sujet et permettent d'alimenter un débat mieux documenté? Merci. J'ai compris quelque chose avec vous, il faut être positif parce que sinon, on n'est pas entendu. Et encore, c'est un euphémisme. Donc, ce que Didier vient de dire est malheureusement vrai.
il a souligné quand même au passage que depuis l'appel du 18 juin que j'ai signé, ça fait quand même 50 ans, non? Oui. Oh non, ça avance, ça avance. Bon. Non, je voudrais dire un mot sur l'argent et la façon dont tu as présenté les choses. En ce moment, il y a une crise des urgences qui est assez majeure. Et donc, 250, 350 hôpitaux. Ce qui est bien avec les médecins, c'est que lorsqu'ils font grève, ils travaillent et il y a marqué « grévistes » sur leur poitrine. Mais quand même, soit vous faites de la politique, soit vous n'en faites pas. Or, il faut en faire. Et hier, on a eu un bon exemple des rapports entre la toxicomanie, la lutte, les overdoses, etc., tout ce qu'on pouvait lutter contre, et la politique. C'est un sujet politique. Ce n'est pas un sujet humanitaire, ce n'est pas un sujet de la charité, ce n'est pas un sujet de toxicomanie tout seul. Non, c'est un sujet politique. Tant qu'il n'y aura pas de démarche fortement politique, fortement, même au niveau le plus caricatural, celui des démarches partisanes. Il n'y a plus beaucoup de partis. Enfin, en ce moment, en plus, il n'y a plus de partis. Alors bon, ça marche mal, mais il faut en faire un sujet politique. C'est-à-dire que de s'engager très résolument à interpeller, à faire bouger, à faire des débats avec les politiques. Et tu as parlé des régions, justement, c'est peut-être un échelon plus facile à convaincre, mais en même temps, tu as donné, et c'est très juste, l'information que tout le monde connaît, il n'y a pas de pouvoir des régions pour changer une loi. Il n'y a pas de pouvoir des régions pour changer une loi. Donc c'est dans la politique élémentaire, à la base qu'on doit situer ce problème comme vous voulez, mais le problème du cannabis. Alors, on va aller mollo. C'est possible qu'il y ait un sursaut. Je le pense aussi. Quand ? J'en sais rien du tout. Mais je reprends mon problème des urgences. Il y a manifestement, moins qu'on puisse dire, une urgence dans l'urgence. Il faut de l'argent. C'est tout simple, il faut de l'argent. Madame Buzyn a raclé ses fonds de tiroir et a pris sur son budget, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a un budget immense qui est celui de l'assurance maladie, séparé du budget de l'État, et il y a un petit budget de la santé. Elle a pris sur son budget de la santé, sur 3 ans, 750 millions. C'est tout petit, petit, petit. Mais c'est déjà, de sa part, c'est bien, mais ça ne répond absolument pas à la demande. Et si on vous demandait de choisir, parce que c'est comme ça que ça se passera dans l'esprit du public, est-ce qu'on doit financer le système d'urgence français au sens le plus large du terme, ou est-ce qu'on doit donner de l'argent? Par exemple, nous avons tous été séduits par la façon dont à Barcelone, avec des moyens relativement conséquents, mais ça ne doit pas être terrible, mais quand même, il y avait des moyens pour cette présentation et donner la dimension de tout ça. Qu'est-ce que vous feriez? J'aime bien aussi cette expression, dans la presse, on dit on a débloqué. On n'a rien débloqué du tout quand on donne de l'argent, c'est qu'on l'a pris ailleurs dans le budget. Il n'y a pas du budget caché qu'on sort pour être gentil et surtout qu'on avait oublié ou on ne voulait pas le donner. Non, non, non. Il y a un budget de l'État sévèrement contrôlé et je pense que si on n'est pas profondément politique, je le dis, alors on peut donner des exemples, comment on peut faire, est-ce qu'il faut faire des manifestations, est-ce qu'il faut faire des textes, il faut tout faire. Mais inscrire ce sujet, comme ça a été déjà fait 1 ou 2 fois, dans un programme politique. L'ennui, c'est que dans les programmes que vous avez cités, Hamon, oui, il y avait ça, mais on l'a oublié tout de suite, d'autant qu'Hamon a fait 4%. Alors j'espère qu'on ne s'est pas fondé là-dessus. Mais on peut réunir des gens de droite et des gens de gauche pour aller un tout petit peu plus loin, au sens le plus politique. Si vous refusez le mot politique, alors ça marchera beaucoup plus lentement. Non, c'est pas nous. Avant de lancer le débat, on va donner la parole aux nos intervenants.
non. Et on va demander à Andrew de venir nous parler de la situation américaine et peut-être nous donner... je suis sûr que Andrew, vous connaissez, venez, vous connaissez aussi la situation française. Si vous avez comme ça quelques idées pour nous aider, des conseils, ils seront bienvenus. If you have any help to give us, you are welcome. I don't think So it's ever a good you idea have for the 15 United minutes. States to have You have 15 minutes? ideas for France. Yeah. Thank you. But if I was, if we had to deal with United States hypocrisy, we might be here all day. Thanks for having me today. For those who weren't there last night, a very quick introduction of myself. I was the Lieutenant Governor's Chief of Staff in Colorado, meaning I worked for essentially the second in command for the state of Colorado when the governor approached me and asked me to be the cannabis czar, which was the first time I'd ever thought about cannabis legalization in my entire life. And since then, it has launched this very strange career where I go essentially from government to government and help implement newly legalized states. So it has given me this incredible insight into what is happening and a very a very clear view of how the politics are changing around legalization, at least in North America. And so what I hope to do today, yesterday I made the argument that legalization is inevitable within the United States. Today I want to talk a little bit more about what that actually means, what it will look like, what I think it'll look like. It'll be a little bit more conjecture, but I do have a pretty good idea of the powers that be and how legalization will ultimately look in the United States, because I think that will have, I know that will have a very big impact on what the future of cannabis legalization will look like in the world. So the title of my speech is cannabis going to be treated as an intoxicant, a medicine, or a criminal substance? I won't hide the conclusion. I think it will be treated as an intoxicant in the United States very soon. I think that we will be dealing with the idea that it's a medicine and what that means for a long time, but I don't think there'll be a clear answer in the United States. And so in order to kind of unpack that a little bit for everybody, I'm going to start with how it's graded right now. What lessons have we learned from Colorado, from legalized states, how the United States views legalization to date, and then move into the dynamics of what that means it will look like in the future. So outside of the public health world, in the general population, this is what people generally care about for legalization. The first question that always comes up is what is happening with the youth? A little less what is happening with the adults and the frequency of use, although that is part of the conversation. Second, what is happening with hospitalizations due to legalization. Third, driving while high. Finally, arrest rates and tax revenue. And that, in general, occupies 95% of the space of what we talk about when we look at legalization. So I'm going to go through Colorado's numbers on this. Colorado was the first to legalize. It was also the first to capture the vast majority of the market inside its own borders. So 95% of people who go to buy cannabis right now in Colorado go to a Colorado dispensary. And so there's probably some of the cleanest data to come out of the United States right now. A bit of optimism. Past 30-day use, according to our national survey in Colorado, there's been a 14% decrease in, does this have a neat little pointer? Cool. That was the date of commercialization. That is a statistically significant decrease in 30-day past use for youth ages 12 to 17. We have a couple of different surveys. They all really do show a decrease in youth use post-legalization, which I think is good news overall. It is self-reported data. I mean, it's an anonymous survey, but it's essentially the best we have. I will also point out, though, that it is higher than the national average. It's been higher than the national average for a long time, and it's not as much higher than the national average than it was before, but overall, I would say we've seen good news in the youth use data. A little bit more mixed in the older years about what we're seeing. There has been a pretty large, especially around the 4th year, increase in 26 to 34-year-olds who've been using in the past month.
I will say, actually, the 65 plus was the first to show a statistically significant increase, even though they're kind of the lowest on there. But really, over the last year, we've really seen the 26 to 34-year-olds using more. Although I would say past 30-day use is not really a good measure of public health consequences of legalization. That I'm not very bothered by people that decide to use cannabis in a world of cannabis legalization, especially because there's a lot of other questions about that. Are they doing it instead of drinking? Are they doing it instead of smoking tobacco? The question alone of have you used in the past 30 days does not tell us a lot about the health of the public health of Colorado. There's a little bit more information we have here, which is of those people who've used in the last 30 days, how often are they using? And there's some things to be concerned about here, and we'll pick it up later on about what I think legalization is going to look like, is that you're really seeing a slow, not even so slow, but an increase on people who have moved from this kind of mid-range using every other day to really daily users of cannabis. And what would be very interesting in there is to see who goes from using once daily to 2, 3 times a day, daily, and really knowing who's picking up cannabis use disorder that otherwise would not be. But certainly it's showing a lot of trends that you do also see in alcohol and tobacco, which is when price lowers, people do tend to use more of a substance, and the price is lowering in Colorado. This is one of the data forms to be more concerned about. There was an increase in poison control center calls in Colorado post-legalization. It was really an issue of naive users using new products. And the most typical is tourists using edibles, and it's always the same story. You're a tourist, you come in, you try a piece of edible candy. Even though everybody's told you to wait for 3 hours, when you feel nothing in an hour, you have a second edible. And then you wait another hour, and then you start drinking. And then you have a just crazy acute psychotic break. And for the most part, you are actually not, there's no long-term damage to that, except during the time of the break, you are a danger to yourself and those around you. There's been a few, and really very few, tragic incidents that have come of this. One kid fell off the roof of his hotel and died very early on in legalization. We were very fearful we would be seeing that a lot, and we actually haven't. But a good reason for a lot of public education campaign is that there's new products out there and naive users that want to get out of there. I always like to keep this in relation, so this big spike right here is also represented by this green line right here. During the peak of Poison Control Center calls in Colorado, there were 230 calls to the Poison Control Center. That same year for alcohol was 6,598. And so certainly not a public health crisis when you look at the difference between what we're seeing in alcohol versus cannabis. This is also, I think, one of the more concerning things to be looking at, which is Colorado drivers involved in fatal accidents are testing positive for cannabis at a higher rate than they were before legalization. And that includes active cannabis and inactive cannabis. That includes cannabis alone and cannabis with alcohol. There does seem to be an increase in people who are high while involved in fatal accidents in Colorado. And that doesn't mean they caused the accident. There's a lot we don't know because of that data, but I would say nevertheless concerning data. However, there's also, just like the Poison Control Center calls, and I know these numbers are hard to read, before you say like that means Colorado is unsafe because they legalized cannabis, Colorado remains per 100,000 population and both per 100 million vehicle miles driven, Colorado remains below the national average of deaths. So it's still safer to be in Colorado in driving than it is to be on an average US roadway. California is significantly below the national average, and a place like Arkansas that has no legalization at all is well above the national average for highway deaths per mile driven or per population. And so one of the things we talk about a lot is that if you look very closely at only the cannabis data, you might think that there's a public health problem, but when you pull out and you look at the top line numbers, it really does not have a huge impact on what we're seeing
at the top. There's many more difficulties for driving. Driving while distracted, driving while drunk have much bigger impacts on the top line numbers than cannabis. One of the positives that we have seen, and this doesn't show up too well, but we have seen a decrease in the arrest rate, or in raw arrests across the board in cannabis. I broke it out by race underneath it. Unfortunately, that decrease has happened. There's still the same arrest rate disparity, meaning we are still arresting blacks and Hispanics at a greater rate than we are white people. Essentially, and I was talking about this last night to a colleague, we have not solved racism in policing, but we have arrested fewer people, and so that's overall a positive thing. Okay. But still, obviously, this is a much bigger conversation than legalization. Tax revenue, and this was up yesterday, is also seen as a general positive. In the last full year, we got $266 million in tax revenue that otherwise would not come into Colorado. There are still some ongoing issues that I think anybody who's dealing in the world of cannabis policy is dealing with. The first is we have no idea how to talk about potency. Unlike alcohol, that you know what is a safe amount to drink and drive, what is a safe amount to have at night, what makes you a heavy user, a light user. Potency has none of that language around it. And so not only is it a problem because all the potency ranges changes, but also the delivery mechanisms are much, much different. So even if it's a low potency amount, but you are using a lot in a single serving, that's a problem. Where high potency, maybe you're pulling just a little bit off and it's not a problem. Vaping, I think there's this huge debate going on right now, and there's a miniature crisis going on of why are people showing up in the hospitals because of vaping. I think we're going to see that that's a quality control issue, and that there's some chemicals that shouldn't be in the vape pens. But it is this large new phenomenon in the United States that we have no research behind. And finally, health and economic equity, which deserves a lot more than 30 seconds. But I would say a lot of people expected a greater amount of the benefit to go to those most impacted by the war on drugs. And for a lot of reasons, that's not really happening, as I showed you with the arrest data before, but also in the economics of who owns these licenses to sell and distribute cannabis. It's turning out that it's mainly going to people who have a lot of money already. It's very high barriers to entry, and it's also an agricultural commodity, so the margins of profit are small, and so it really does help to have $10 million going into the industry rather than only having $1 million when you try to start a business. This is an issue I brought up yesterday, which is will marijuana ever be medical, rather than kind of the states just declaring stuff to be medical. I think that this is going to be kind of a stepchild issue in the United States for a long time, that we really won't know what to do with this as a medicine. Will it ever go the traditional route where it has to go through FDA approval and has to become a medicine much like Epidiolex? Or is it going to continue to be kind of self-branded as medicine? And I don't have an answer for you of where that's going to go. It is going to be, I think, an open question for a long time. But this is what's really going on, is that big marijuana has come. Altria, AB InBev, Novartis have all made billion-dollar purchases. And so what I think that means is I think that means cannabis is going to be treated as an intoxicant, and I think it's going to be treated as an intoxicant in the United States soon. I think that's a relatively good thing. I think that's the right, we can have a public health framework because we are treating it as an intoxicant. But what I would worry about, and what I do worry about, is the 80-20 rule, that 20% of the users use 80% of the products, and that you now have people who are growing at large scales, who are selling an agricultural commodity. And when we've seen that dynamic before, such as in tobacco, the thing we see is the only way for them to grow the size of their pie is to prey on people who are likely to become more addicted to the substance, get them addicted at an earlier age, or get those already addicted to use more. And so this is my word of caution, I would say, to a group like this, which is now that those people have made significant investments in Canada and the United States, those are going to be the global leaders of cannabis legalization. I'm not saying this as something to battle against. I'm saying this is a political reality.
And so what we have to do is set up the right guardrails right now to be ready to really battle back against this 2080 rule. I think, and I mentioned this yesterday, that involves really bearing down on research right away. I think that involves talking about price controls on day one. Let's make sure that there's a floor to how low the prices can drop, because that's a real way to get a lot more people addicted into a substance. Let's talk about advertising restrictions being as strict as possible on day one, and let's talk about the sort of quality control mechanisms that really make sure nothing is showing up with cannabis, harmful chemicals that then 10 years later, everybody's showing up with cancer in the hospitals. So we've learned a lot from big alcohol and big tobacco already about best guardrails, but I would say it's beholden on us to really come in strong with the muscles we already know about how to best treat this as a public health intoxicant. So I thank you for this. I look forward to the debate. Merci beaucoup, Andrew, pour ces résultats absolument passionnants et qui montrent que ces dispositifs, finalement, fonctionnent, n'entraînent pas de problèmes majeurs. Bon, une inquiétude sur les accidents de la route, quand même, mais une baisse de la consommation chez les jeunes, ce qui est quand même extraordinaire, parce que c'est quand même ça le but. S'il y a une toxicité du cannabis, c'est chez les jeunes. Et c'est certain que c'est pas en laissant les mafias faire la distribution, la prévention ou l'information qu'on va réduire la consommation des plus jeunes. On avait déjà vu le phénomène en Hollande. Absolument, oui. Une baisse de la consommation On avait déjà vu le même phénomène en Hollande avec les coffee shops. Les jeunes Hollandais ne sont pas intéressés par le cannabis particulièrement. Hein. Alors c'est vrai, ils sont par contre des problèmes avec l'alcool, avec les NPS, mais en ce qui concerne le cannabis, et d'ailleurs l'héroïne, Amsterdam est devenue une ville sans héroïne aussi. Bien, on ne va pas lancer le débat tout de suite, on va continuer les interventions et on donne la parole maintenant à Milton, qui va nous parler du modèle très inspiré par la santé publique d'Uruguay. Merci Milton, 15 minutes. Bueno, buenos días a todos y a todas. Elegí un concepto de Jean-Paul Sartre que siempre me gustó mucho y que es muy oportuno para lo que estamos debatiendo. Dice así: la decisión de cambio procede del cambio del punto de vista, de una apertura conceptual e imaginaria sobre un otro posible. No es porque se tenga conciencia que una situación es insoportable que se decide cambiar. Es el día que se concibe que una situación puede cambiar que nos damos cuenta que ella es insoportable. Para mí es una reflexión importante en este tema. En el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría revisó en el DSM-4 la consideración de que la homosexualidad era una enfermedad. 2 años después, la Asociación de Psicología no solamente revisó este criterio, sino condenó éticamente a todas aquellas terapias compulsivas para torcer la enfermedad del homosexualismo. No sé cuántos políticos hoy se atreverían a no considerar dentro de sus programas y de sus discursos la contemplación de la paridad de género, del matrimonio igualitario, de la consideración de los derechos de todos los homosexuales masculinos y femeninos, de la interrupción voluntaria del embarazo, que son todas leyes, igual que la ley integral trans, que componen la cartera de la nueva generación de derechos que hemos hecho en el Uruguay. Quizás hace 46 años
era muy difícil en el discurso político incorporar estos temas. Hoy, no solamente la evidencia científica, sino la realidad fáctica de las cosas han hecho un otro posible. Y el otro posible nos descubre de que este tema, de que había una situación insoportable. En el tema de las drogas, yo ayer citaba, a propósito del informe del amigo Rock, en el año 1998, Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, finalizaba la segunda sesión especial de Naciones Unidas por el problema mundial de las drogas, como dije ayer, la segunda de 3 que se han hecho sobre este tema, brindando con un brindis, brindando por un mundo libre de drogas. Dijera mi primo Oriol Romaní, no está Colombia, una distopía. Pero Kofi Annan ha sido un político, un intelectual y un científico, ahora fallecido, que en el año 2016, previo a la tercera sesión, a la UNGAS 2016, escribió un brillante artículo en el Huffington Post que decía, es la hora de legalizar las drogas. Mucho coraje intelectual tuvo Kofi Annan de pasar, de brindar por un mundo libre de drogas, a decir, ahora hay que legalizarla. Hay que legalizar porque hay 300 millones de usuarios de drogas en el mundo que requieren un presupuesto centrado en la reducción de la oferta de 100.000 millones de euros. En un negocio que produce más de 300.000 millones de euros en su circulación. Como decía nuestro amigo Miguel, Kofi Annan también decía, esto no ha sido una guerra contra las drogas, ha sido una guerra contra la gente. Porque los que han muerto y los que son encarcelados y los que son perseguidos, además de los usuarios y de los consumidores, son los eslabones menores de la cadena del narcotráfico. Es muy difícil controlar este paradigma de que el problema de las drogas se resuelve prohibiéndolas bajo el supuesto que eso encarece la mercancía y le es más difícil de acceder al usuario, ha resultado ser una patraña y ha resultado ser una deformación que lo dicen economistas de la escuela neoliberal como Milton Friedman y Gary Becker, que no están están en las antípodas ideológicas mías, pero que como buenos economistas de mercado que son, hacen un análisis brillante de lo que significa la distorsión de la economía del mercado, el prohibir mercancías como las drogas. En el último informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, informa, UNODC, que no es ni por asomo el santuario de la legalización, más bien que es el núcleo duro del prohibicionismo. Pero informa, da datos que son contundentes. Después de 60 años del sistema internacional de fiscalización, de la guerra contra las drogas, que en mi continente costó y cuesta muchas vidas humanas, porque la guerra contra las drogas no ha sido solamente una guerra contra las personas. En América Latina ha sido el pretexto para que Estados Unidos ocupara con bases militares y equipos militares ayer y hoy de vuelta a Colombia, Ecuador, rodear a Brasil con bases en Perú. Es decir, bajo el pretexto del narcotráfico ha habido un diseño geopolítico que ha costado muchas vidas
en la América Latina. La producción de opio se multiplicó por 65%, con una contribución de Afganistán, que está ocupada militarmente hace más de 20 años, en la que el último año multiplicó por 75% la producción de opio y la elaboración en tierra de Afganistán, que antes se exportaba en crudo. En Colombia se ha multiplicado por 3, en un 30% la producción de cocaína. 1 de cada 6 usuarios de drogas recibe tratamiento. Y hay solo 34 países que instrumentan políticas de intercambio de jeringuillas y de sustitución de opiáceos y de abordaje retroviral. Solo 34. 162 países no respondieron a las preguntas que hace el Sistema Internacional de Fiscalización a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que requiere a todos los estados que informen anualmente la situación de drogas en cada país. La última sesión especial que se realizó en abril de 2016 en Nueva York, llegó bajo un debate muy flojo, muy rengo, muy cojo. Había una serie de países, muy pocos, entre ellos la Unión Europea, que reclamaba un debate abierto, inclusivo, sin tabúes. Cuando decimos inclusivo es pensando que se incorporaran otras agencias de Naciones Unidas que hasta esos momentos estaban prácticamente vedadas de debatir sobre el problema de drogas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bueno, la Organización Mundial de la Salud, que en general, pero lo más importante, el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos con cita en Ginebra, que por primera vez trató el problema mundial de las drogas con un enfoque de derechos humanos. ¿Ya estoy? Bueno, ya estoy. 5 minutos, bien. Sin embargo, en el documento final de UNGAS 2016, yo creo que hemos tenido un pequeño avance y sigue siendo una trinchera para debatir y discutir y seguir insistiendo. El mundo es mayoritariamente, hegemónicamente prohibicionista. Eso hay que tenerlo claro. En algunas cosas vamos a tener que hacer... Uruguay a veces se siente un poco como Asterix. En el documento final de UNGAS hay un pequeño resquebrajamiento de ese pensamiento único, que dice que los retos y los nuevos desafíos de los países deberán ser enfrentados teniendo en cuenta que las convenciones tienen suficiente flexibilidad para desarrollar programas nacionales soberanos. No dice soberanos, pero ese concepto de la flexibilización fue incorporado por Estados Unidos, pero el autor intelectual fue Brasil, que habló por primera vez de la flexibilidad. No de la interpretación flexible de las convenciones, eso no puede ser, pero dice que tienen suficiente flexibilidad para desarrollar los nuevos retos y desafíos. Hay gente que no está conforme con el documento final, yo tampoco, pero es una pequeña fisura del bloque prohibicionista. Esto comenzó desde el año 2008. En el año 2008 Uruguay fue incorporado a la Comisión de Estupefacientes, una comisión que depende del ECOSOC y que lo integran 53 países. Ese año, en el 2008, Uruguay debutó
presentando una declaración, un proyecto de declaración que habíamos conformado con organizaciones de la sociedad civil y que fue copatrocinado por Argentina, Bolivia, Suiza. Y luego la Unión Europea terminó apoyando. Fue una batalla diplomática muy importante, es la declaración 51/12, que habla de la debida integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas, porque en nombre de las drogas se hacen los desatinos humanos más increíbles. Todos los años intentamos votar la moratoria de la pena de muerte para ofensas menores de drogas. Uruguay apoya las iniciativas de la Unión Europea en ese sentido. Perdemos siempre. No se vota. No hay posibilidad de votar ese aspecto. Hay una desproporción impresionante y hay una criminalización que sigue existiendo. Pero en el 2008 Uruguay amenazó con pedir votación, que no se hace por costumbre, y se logró un triunfo en el sentido de hacer prevalecer la óptica de derechos humanos que ha empezado a incorporarse al relato y a la construcción de políticas de drogas. Y yo les puedo afirmar que más allá de la lógica humanista y sanitaria, la óptica de derechos humanos es la que nos va a permitir, a nivel nacional y a nivel internacional, seguir abriendo caminos para que se haga un otro posible. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Et la parole est de notre dernière intervenante, Ivana Drabovic, qui va nous faire un panorama comparé un petit peu entre l'Uruguay, Colorado et Washington. C'est ça. Et un peu le Canada. Non, la fille avait fini avant. Merci. Merci, Ivana. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais essayer, mais ça va être relativement impressionniste vu le temps imparti, de vous proposer une petite analyse comparée des approches de légalisation du cannabis qui existent aujourd'hui dans le monde, en me concentrant sur 5 points. D'abord, les objectifs de ces nouvelles législations qui ont des points communs, mais aussi quelques différences. Les processus de réforme qui sont assez différenciés d'un État à l'autre. La configuration de l'offre et les schémas de régulation qui sont mis en place, les difficultés de mise en place au démarrage, ça c'est un point intéressant, qui n'a pas beaucoup fait l'objet de comparaison jusqu'à maintenant, et puis évidemment sur les effets, sachant qu'évidemment il faut une dizaine d'années pour juger des résultats d'une politique publique, et que c'est sans doute encore assez tôt. C'est pour ça que je me concentre sur le Colorado, l'État de Washington et l'Uruguay, où on a à peu près 5 ans de recul. Alors pour cette présentation, je m'appuie sur l'étude qu'on a faite à l'OFDT avec l'INSJ sur le cas du Colorado, de l'État de Washington et de l'Uruguay, où on a fait 2 missions d'études à 1 an d'intervalle pour aller interroger une centaine de personnes, d'acteurs clés de la régulation sur la manière dont ça se passait. Et puis je m'appuie aussi sur les éléments de préfiguration d'une nouvelle étude qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Astrakhan, et qui portera sur 3 juridictions américaines, l'État de Washington, l'Oregon et la Californie, et 3 juridictions canadiennes, l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, pour essayer d'établir un plan de comparaison. Alors, je ne reviens pas sur où on en est aujourd'hui, puisqu'on en a déjà parlé. Une dizaine d'États américains ont ouvert un marché légal du cannabis donc aux États-Unis. Et puis, évidemment, avec l'Uruguay, qui a été le premier pays du monde, et le Canada, en octobre 2018, on arrive à un total de 128 millions d'habitants aujourd'hui qui vivent dans une juridiction où l'accès au cannabis non médical est légal. Ça sera un petit peu plus si on parlait de cannabis à usage médical. Ça représente à peu près 3% de la population mondiale, mais 13% des habitants du continent américain. Et si on regarde juste les États-Unis, c'est à peu près un quart des habitants des États-Unis. Alors d'abord, les objectifs de réforme, en quoi est-ce qu'ils se différencient d'un État à l'autre? Il y a évidemment des points de convergence. D'abord, l'objectif de neutraliser le marché noir et d'affaiblir les réseaux de criminalité.
Deuxième objectif commun, protéger les mineurs, en particulier réduire leur niveau de consommation de cannabis et parfois retarder leur entrée dans l'usage. Et puis, troisième objectif commun, mieux contrôler les produits, avoir une prise sur l'offre, donc à la fois la composition, la concentration des produits, mais aussi les processus de production et de transformation pour éviter qu'il y ait des produits de coupe qui soient plus nocifs que le produit lui-même parfois. Il y a aussi des différences majeures. D'abord, l'objectif de reprendre la main sur le marché du cannabis médical, qui a été affirmé aux États-Unis, dans la plupart des États, sauf l'Alaska, qui n'avait pas de marché du cannabis à usage médical avant de légaliser l'usage dit récréatif. Au Canada, c'était également une préoccupation. Et puis en Uruguay, le marché du médical n'existait pas encore. Donc l'intégration des deux marchés s'est faite plus tard. La deuxième différence majeure, c'est l'idée de résorber les disparités raciales dans les interpellations avec un objectif de justice sociale. Andrew en a parlé un peu tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment le cas de la plupart des États américains. La troisième différence, c'est les attentes, notamment fiscales et en termes de développement économique, qui étaient associées à cette légalisation. Aux États-Unis, ça a été vraiment un des arguments majeurs de la réforme, d'engranger des recettes fiscales et de lutter contre le déficit public, d'une certaine manière, par ce moyen. Et puis au Canada, c'était plutôt centré sur l'idée d'une croissance économique, dans le contexte, évidemment, aussi de concurrence économique, un peu avec les États-Unis, et dans un contexte international, sur lequel je ne vais pas revenir ici. Quatrième différence majeure, renforcer l'accès à la prévention et à la prise en charge sanitaire. Et puis le cinquième, c'était aussi dans une logique de transfert, de légaliser le cannabis, le rendre plus accessible pour lutter contre l'expansion d'autres produits qui étaient considérés comme plus dangereux. Par exemple, la pâte de cocaïne, la pasta base en Uruguay, et puis ce dont parlait Milton hier, le prensado, qui était un cannabis importé du Paraguay de très mauvaise qualité, qui faisait des ravages parmi les jeunes. Au Canada, c'était plutôt l'idée de mettre le holà sur la consommation d'opioïdes et d'alcool. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est aussi que les contextes politico-culturels et les traditions de régulation sont assez différents dans ces États. En termes de régulation, par exemple, déjà sur le tabac, c'est des États qui ont eu d'assez bons résultats historiquement. Et puis, il y a aussi des spécificités. L'Uruguay, par exemple, est un État traditionnellement assez régulateur, que ce soit sur les jeux d'argent et de hasard, la prostitution. Ça fait partie des premiers États au monde qui ont mis en place un système de régulation. Alors, sur les trajectoires de réforme, je ne vais évidemment pas commenter ce tableau assez peu friendly. Juste pour vous dire, d'abord, vous avez un peu le séquencement de l'entrée en vigueur de ces différentes initiatives. Ce qui est intéressant à pointer surtout, que vous avez en rouge ici, c'est les processus décisionnels, en gros top-down versus bottom-up, ce qui veut dire top-down imposé par le gouvernement, enfin en tout cas d'initiative gouvernementale, et puis bottom-up, c'est la plupart des initiatives américaines, comme vous pouvez le voir, à part celles qui sont en rouge, le Vermont et l'Illinois, où ça a été une initiative du gouverneur. Sinon, en Uruguay et au Canada, ça a été la volonté du gouvernement, très clairement, contre l'opinion publique en Uruguay, avec son assentiment au Canada, puisque c'était une promesse électorale de Justin Trudeau. L'autre élément intéressant, c'est aussi les autorités de régulation qu'il y a derrière ça. Donc, vous le voyez ici en un peu plus clair. En gros, selon les cas, ça peut être des autorités publiques ou privées, parfois des autorités hybrides. Dans le cas de l'Uruguay et du Canada, il y a quand même une instance de centralisation de la régulation, au moins sur les conditions de production. Donc l'IRCA en Uruguay, Santé Canada au Canada. Et puis aux États-Unis, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est soit des agences qui ont été adossées à celles qui s'occupaient déjà de la régulation de l'alcool, soit assez souvent, c'est l'administration fiscale qui a pris la régulation du cannabis dans son giron. Alors, ce qu'il faut souligner à propos quand on parle de légalisation, c'est que c'est finalement des conditions d'accès aux produits qui sont assez restrictives. Alors, plus ou moins selon les États. Vous avez ici l'âge dans la colonne qui est indiquée en rouge, qui est de 18 ans en Uruguay et dans la plupart des provinces canadiennes. Dans 2 provinces canadiennes, 19 ans dans la plupart
des autres provinces canadiennes, et puis 21 ans dans l'ensemble des États américains. Ensuite, quand on regarde les quantités maximum autorisées, c'est la colonne de droite, c'est 10 grammes par semaine en Uruguay jusqu'à 30 grammes au Canada et dans la plupart des États américains, sauf quelques-uns qui permettent une possession à domicile plus importante qu'en public. Le nombre de plants autorisés, puisque l'autoculture est une des modalités qu'on retrouve dans quasiment tous les États, à part ceux où vous voyez dans l'avant-dernière colonne de droite, là où c'est interdit, c'est l'État de Washington aux États-Unis, le Manitoba et le Québec au Canada. Dans tous les autres États, il y a une possibilité de culture à domicile qui est permise, avec des limitations qui vont de 2 à 6 plants, et parfois des modulations par adulte ou par foyer, ce qui permet d'augmenter les quantités cultivées dans certains cas. Donc je passe vite. Sur les conditions de mise en œuvre, alors j'ai comparé juste 3 États pour ne pas faire un tableau qui soit complètement illisible. Ce qui est intéressant, c'est de voir, aux États-Unis, les 2 États que je prends ici sont à l'image de tous les autres pour le moment, c'est-à-dire un marché commercial tourné vers le profit avec des opérateurs privés, avec quand même des petites nuances. Vous voyez qu'au Colorado, il y a aujourd'hui plus de 569 boutiques qui sont ouvertes. Elles ont poussé assez vite, puisque dans la première année, il y en avait plus que des Starbucks ou des McDo. C'est l'image qui a été beaucoup reprise dans la presse, c'est pour ça que je la cite. Dans l'État de Washington, ça a été une régulation beaucoup plus prudente, avec un plafonnement des points de vente. Donc aujourd'hui, on est en deçà du nombre de boutiques ouvertes au Colorado. En Uruguay, la grande spécificité, quand même, je n'ai pas trop insisté là-dessus encore, c'est qu'il y a 3 modes d'accès. L'autoculture, les cannabis social clubs, qui sont aujourd'hui le seul modèle légal de cannabis social club dans le monde, de coopératives de consommateurs. Ça existe dans d'autres États européens, mais toujours dans les zones grises de la législation. Et puis, le 3e mode d'accès, c'est la vente en pharmacie, qui a été retardée de 3 ans et demi dans sa mise en œuvre, même si elle était incluse dans la loi, du fait des réticences des pharmaciens. Et donc, vous avez aujourd'hui les chiffres actualisés sur le nombre d'autocultivateurs, de cannabis social club et de pharmacies agréées. Vous voyez que les pharmacies, ça représente 1% de l'ensemble des pharmacies du pays. Donc, on ne peut pas dire que l'accessibilité soit extrêmement importante. Je ne vais pas trop commenter les conditions du marché, mais juste quelques diapos pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, au Colorado, de l'intérieur, à quoi ça ressemble ces boutiques? Un peu aux boutiques Nespresso qu'on a en France, finalement, avec des produits qui sont parfois disponibles, enfin, que les consommateurs peuvent toucher, avec des couleurs, un design épuré dans les boutiques, une luminosité importante, finalement, tous les codes un peu du marketing et de l'offre commerciale qui se veut attractive. De l'extérieur, ils sont en général... ils ne sont pas forcément très visibles dans l'espace public, sauf la nuit. Mais en tout cas, l'accessibilité horaire est illimitée. C'est ouvert souvent 24 heures sur 24. Donc là, vous avez l'exemple d'Uncle Ike's, dans un quartier en pleine gentrification de Seattle, dans l'État de Washington, où il y a un balai de voitures continu avec les gens qui viennent s'approvisionner. Et un grand parking devant, voilà. Et donc cet aspect, cette dimension d'avoir l'impression de faire partie d'un club fermé est renforcée par le fait qu'on vous demande vos papiers à l'entrée de ces magasins. Donc aux États-Unis, la caractéristique, c'est une grande diversification de l'offre, avec des produits qui se fument évidemment, mais aussi qui peuvent être vapotés, ingérés sous forme alimentaire ou de boisson, fumés un peu à la manière de l'opium à travers le dabbing, aussi des cosmétiques, des produits de bien-être. La gamme est quasi illimitée. Vous voyez qu'en Uruguay, c'est un modèle, disons, plus artisanal. Alors ici, c'est des cannabis social clubs qui sont fondés sur un entre-soi communautaire,
avec une dimension finalement plus communautaire qu'industrielle. Ça contraste quand même assez nettement avec les États-Unis. Et puis la vente en pharmacie, où là aussi, vous voyez, il y a 2 variétés de cannabis qui sont disponibles, avec des indications assez précises, des taux de THC qui sont limités à 8 ou 9%, je crois, sachant que les concentrés qu'on trouve au Colorado, par exemple, la concentration moyenne, c'est 69%, d'après les derniers chiffres. Donc, vous voyez un peu le contraste. Et puis, à gauche, je vous ai mis une image du jour d'ouverture de la vente en pharmacie, avec les files d'attente assez importantes qui se formaient à l'entrée de la pharmacie, qui était sans commune mesure avec celle qu'on a eue en Californie le jour de l'ouverture du marché, mais quand même. Et puis, en total contraste avec les États-Unis aussi, le modèle du Québec, avec une autorité de régulation qui s'appelle la Société québécoise du cannabis. Vous voyez qu'il y a vraiment très peu de tape à l'œil, c'est-à-dire que les produits ne sont pas accessibles directement physiquement par les consommateurs. Il y a des vendeurs. L'étiquetage est assez standard. Vous avez 3 variétés, Sativa, Indica et Hybride, avec 3 guichets à chaque fois, et des vendeurs qui vous conseillent, qui vous invitent à prendre une brochure de prévention. Je reviens tout juste du Québec, donc c'est encore assez frais. Et vous voyez que le logo de l'autorité de régulation lui-même, il est assez sobre, puisqu'il faut un peu d'imagination pour imaginer que c'est une feuille de cannabis, mais c'en est une. Donc voilà, je vais conclure. Bon, je dirais quand même un petit mot des effets, mais juste sur les difficultés pratiques et les impensés de la régulation, parce que c'est assez intéressant. D'abord, dans tous les cas, il s'est agi d'une régulation chemin faisant. Selon les paroles d'une représentante du Colorado, c'est un peu comme construire un avion pendant le vol. C'est exactement ce qui se passe. Je trouve que l'image est assez juste. Le deuxième point qu'on retrouve dans la quasi-totalité des États, c'est un problème d'ajustement entre l'offre et la demande. Alors, soit des situations de pénurie, comme ça a été le cas en Uruguay ou au Québec, soit au contraire des situations de surproduction, comme dans l'Oregon, où ils ont 5 ans d'avance sur la production par rapport au marché local. Donc, vous imaginez bien que cette production légale supplémentaire ne va pas rester dans les cartons. Donc, il y a justement un marché illégal de cannabis légal qui est en train de se former sur la base de ces stocks de production qui restent sur les bras des sociétés qui les produisent. Il y a évidemment la question de la concentration des produits avec les taux de THC. En Uruguay, une des difficultés, en tout cas pour les usagers les plus réguliers, ça a été de trouver sur le marché, en tout cas dans la vente en pharmacie, des produits qui n'étaient pas suffisamment dosés à leur goût, ce qui les a sans doute détournés de cette voie d'approvisionnement légal. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas allés dans des cannabis social club ou ailleurs, mais certains sont sans doute restés sur le marché illicite pour trouver les produits qui conviennent à leurs besoins de consommation. La troisième difficulté, c'est le contrôle de l'offre et de la promotion, ce qui suppose, comme le soulignait Bernard Kouchner, des moyens humains, donc un service public, des ressources financières pour bureaucratiser un petit peu la régulation. Le quatrième point, c'est évidemment les niveaux de gouvernance et les conflits de juridiction, avec des situations inversées aux États-Unis où c'est interdit au niveau fédéral, mais autorisé dans certains États, et à l'inverse au Canada, où ça a été une décision du gouvernement fédéral contre l'avis de certaines provinces, en particulier au Québec, où les réticences sont très fortes, et où le gouvernement conservateur récemment élu de François Legault pense restreindre davantage les conditions d'accès au cannabis en augmentant l'âge d'accès autorisé à 21 ans, par exemple. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre dans les années qui viennent. Et puis le dernier point, c'est le paradoxe sur les mineurs, qui finalement sont exclus de cet accès au marché légal et restent cantonnés au marché noir. Donc même si les niveaux d'usage baissent, en effet, en tout cas aux États-Unis, dans ce qu'on a pu voir, malgré tout, voilà, ça reste quelque chose qui n'a pas forcément été pensé. Sur les premiers effets, ceux d'entre vous qui étaient au débat d'hier ont pu en entendre quelques mots. Est-ce que j'ai 2 minutes? Ouais. Alors, là encore, on est aux États-Unis, Colorado, État de Washington, Oregon. Vous voyez, ça c'est les ventes mensuelles. Vous voyez qu'au Colorado, par exemple, on a plus de 100 millions de dollars de ventes par mois, avec une augmentation continue. Je crois que la courbe est assez parlante.
Il y a la question du développement économique et toute l'économie indirecte qui a été générée aussi par ce marché du cannabis en matière de tourisme, par exemple. Au Colorado, qui est connu pour ses stations de ski type Aspen, il y a eu toute la panoplie du skieur amateur de cannabis, vous le voyez ici. Il y a moyen, puisque la consommation reste interdite en public, il y a des bus de tourisme où vous pouvez acheter votre cannabis et consommer sur place. Vous avez aussi de nouvelles applis comme Hi There qui vous permet de rencontrer l'âme sœur et puis ensuite d'organiser un weed wedding avec un traiteur qui va apporter des produits à base de cannabis. Donc vous voyez qu'il y a des choses parfois un peu insoupçonnables, mais en tout cas, en termes de recettes fiscales, les promesses de la légalisation sont tenues. Donc vous voyez que les chiffres là sont assez impressionnants dans les 5 premières années. Vous avez le Colorado en jaune et Washington en marron. Donc aujourd'hui, c'est l'État de Washington qui fait le plus de recettes fiscales avec le modèle de régulation le plus prudent, finalement. Ça, c'est quand même assez intéressant à souligner. Je ne sais pas si Andrew aura envie de commenter tout à l'heure. Sur la santé publique, pas de retournement de tendance, en tout cas à court terme. Il faut quand même rester prudent. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été présentés sur le Colorado, mais en tout cas, l'effet général, et ça on le retrouve dans tous les États, c'est une normalisation du cannabis auprès des plus jeunes. Ça, c'est assez net. Et une diversification des produits et des modes d'usage avec, de fait, une démultiplication des incitations à consommer qui est renforcée par le marketing et la publicité aux États-Unis. Vous voyez les affiches qu'on peut voir en bord de route avec des chatons adorables qui clament, qui sont défoncés, et puis de la publicité comparative qui est interdite en France, mais qui là, valorise le cannabis par rapport à la bière ou au vin. Un marketing du cool qui est très présent. Vous voyez ici 44% des logos de ce marché légal du cannabis présentent un élément graphique intéressant, enfin un peu de design et de mise en forme. Et puis, en ligne de mire, il y a le marché des seniors, avec de plus en plus d'offres qui se développent autour de l'idée du CBD, qui serait un peu la panacée. Alors concrètement, au Colorado, quand on regarde entre l'ouverture du marché aujourd'hui, la première chose, ça a été le développement important des produits alimentaires, qui sont ici en vert. Vous voyez que cette part elle a été de 15% dès l'année d'ouverture du marché légal. Elle est restée relativement stable. En revanche, ce qui est en rouge et qui est entouré, c'est la part des concentrés qui, elle, a doublé en 4 ans. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui à un quart du marché avec des concentrés qui vont, je le disais tout à l'heure, parfois jusqu'à 70% de THC. En termes de criminalité et de délinquance, une résilience du marché noir, réorganisation des cartels, alors ça vaut surtout pour les États-Unis, parce qu'en Uruguay, je ne crois pas qu'on ait encore de données. Il y a eu de nouveaux types de délinquance dans les premiers mois, en tout cas au Colorado, et un marché de la sécurité privée qui s'est beaucoup développé avec l'idée qu'il y avait des liquidités qui étaient stockées dans ces magasins et les lieux de production de cannabis, puisque l'interdit fédéral porte aussi sur l'interdit bancaire. Donc ces commerces du cannabis ne peuvent pas avoir un compte en banque, par exemple, à part en passant par des établissements locaux de crédit. Donc voilà, une criminalité assez spécifique à cette situation un peu particulière sur le plan juridique. Sur la sécurité routière, on l'a déjà dit, une bataille de chiffres avec des résultats assez contradictoires selon les études. Et puis un enjeu démocratique, si on peut dire, d'égalité, en tout cas lié au prix, puisque de fait, la légalisation jusqu'à maintenant a peu profité, entre guillemets, aux communautés ethniques les plus ethniques et sociales défavorisées aux États-Unis, à la fois pour l'accès au marché, pour obtenir une licence et pour être opérateur soi-même, mais aussi du côté des usagers qui, finalement, pour une grande majorité, restent sur le marché noir. Pour conclure, 5 points. D'abord, il y a quand même un changement de nature des défis qui sont posés par la légalisation. C'est devenu un enjeu financier et industriel avec l'entrée en scène du Canada, peut-être presque plus que politique et diplomatique. Bon, ça, je l'ai mis sous forme de question, mais en tout cas, quand on voit la capitalisation boursière des entreprises canadiennes et la vitesse à laquelle ce marché se développe en rayonnant jusqu'en Europe, en particulier en Allemagne, qui est un gros importateur de cannabis médical en provenance du Canada, la question se pose. La deuxième, c'est évidemment sur les conditions pratiques de cette régulation.
Aux États-Unis, pour le moment, ça a été plus un slogan qu'une réalité, la régulation. C'est dit de façon un peu définitive, mais en tout cas, du point de vue des acteurs de la santé publique, j'ai été récemment à une conférence avec uniquement des acteurs de la santé publique, et c'est vraiment leur point de vue que ça a été fait un peu trop vite et sans forcément trop de précautions. Ça sera peut-être un peu différent d'ailleurs dans les États américains qui ont légalisé plus récemment. Une des promesses, c'était aussi d'avoir un marché intégré du récréatif, entre guillemets, et du médical. Là encore, pour le moment, c'est relativement partiel, les résultats de ce point de vue. Et puis, il y a aussi toute une problématique de prévention des monopoles dans certains États américains. Et puis, des questions qui restent à documenter. L'assèchement du marché noir, qui est assez difficile à évaluer par nature. Les effets sur l'environnement et le développement durable, puisqu'il y a des pesticides qui entrent souvent en jeu dans la production de cannabis. Il y a aussi la consommation d'électricité et d'eau qui est extrêmement importante pour ces cultures. Donc là encore, c'est des enjeux qui restent complètement à explorer. Donc le dernier mot, c'est vraiment un appel à renforcer les connaissances, donc à financer des recherches, à la fois sur le CBD, sur les effets à long terme de produits hautement concentrés et sur les effets plus généralement des politiques publiques. Je vous remercie et je vous renvoie à un certain nombre de publications. Merci beaucoup, Ivana, pour cette très belle présentation. Je fais suite à celle d'hier, qui était excellente aussi. Moi, je voudrais vous féliciter, Ivana, pas seulement Ivana, l'OFDT et l'INHES, l'Institut national des hautes études sécurité et justice, parce que vous avez pris l'initiative très tôt, vous qui êtes là pour surveiller ce qui se passe en France, hein, vous avez pris l'initiative très tôt d'aller là-bas, d'aller en mission, dans l'État de Washington, maintenant au Canada, pour voir ce qui se passe et pour nous rendre, et pour avoir une analyse critique. Parce que vous n'avez pas fait juste un travail de médiatique, non, vous avez travaillé en profondeur et donné une analyse. C'est assez exceptionnel d'avoir une belle analyse critique de ce qui se passe. Donc je vous invite à voir Canalex, qui est quand même cette première étude qui est accessible sur Internet, Canalex, et vous avez vraiment tout le détail de l'étude. Et puis ce que tu as écrit dans SWAPS aussi, notamment dans le dernier numéro sur le sommet San Francisco, là, sur les travailleurs de santé, qui sont extrêmement réticents. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et qui s'inquiètent. Et dans le papier, on voit combien les gens ils regrettent finalement ce qui se passe, ils sont dépassés, ils ne s'y attendaient pas, ils n'ont pas préparé. Et donc, voilà. La parole va être maintenant à la salle. Et Miguel, si tu veux... Justement, c'est l'aspect très rapide, avec les changements très rapides, nous amène à nous dire, bon, il faut bien penser ces choses-là. Le problème, c'est que cette pensée ne doit pas nous déboucher sur un blocage, comme c'est dire, ah bon, on va voir. Non, il faut vraiment aller de l'avant. Il faut effectivement, ce qui est bien effectivement avec le travail de l'OFDT, et avoir de plus en plus de bases scientifiques, il faut ouvrir le débat en France. Le débat, comme je crois que je l'ai dit hier, n'est pas possible réellement, puisque présenter sous un jour favorable les drogues est interdit. Donc déjà, rien que ça c'est bloquant. Hein, et en plus, ça empêche les chercheurs également de continuer, par exemple sur le cannabis médical. On parle beaucoup de l'énorme pourcentage des Français qui sont pour le cannabis médical, mais l'aventure malheureuse du cannabidol reste toujours, donc c'était un spray de CBD, qui était donc conseillé pour la sclérose en plaques et d'autres maladies rhumatisantes invalidantes. Eh bien, il a fallu que le laboratoire catalan porte plainte à Strasbourg pour que la France soit obligée d'une commercialisation qui n'est toujours pas actuelle, parce que, justement, il y aurait soi-disant des problèmes de prix avec l'assurance maladie, etc. Donc on voit bien que même sur le cannabis médical, alors qu'il y a un large consensus
donc dans la population française pour appuyer ça, parce qu'il y a des appels et des livres d'ailleurs absolument dramatiques de personnes ou d'entourage de personnes qui n'étaient pas du tout des usagers de drogue, qui sont venus au cannabis par le soin. Eh bien, tous ces livres, et ces témoignages, effectivement, on fait mouche, mais n'empêche que ça ne bouge pas non plus. C'est-à-dire que malgré que les hommes politiques ont là un large appui dans la population française, on voit que ça ne bouge pas. Et également, je voulais juste te dire par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur la loi de 70, mais c'est vrai qu'il ne faut ne pas oublier le poids des États-Unis qui, à cette époque, Nixon, effectivement, a tapé sur le poing sur la table et a, on peut dire, forcé tous ses alliés à adopter cette loi de 70. Alors c'est vrai que le nouveau souffle semble venir des USA, et ça c'est une bonne chose. Et en ce qui concerne l'ONU, je suis allé à Vienne il y a 2 ans, à l'ONU-DC, et j'étais très surpris en parlant lors du déjeuner avec des fonctionnaires du bras armé. L'ONU-DC, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et donc normalement vraiment le bras armé de la répression mondiale contre les drogues. D'abord, il y a une empathie pour les usagers de drogue manifeste, qui a beaucoup changé. La réduction des risques a fait son chemin aussi dans cette agence. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a également des avancées qui sont faites. Alors l'UNGAS 2016, c'est vrai qu'elle a déçu beaucoup, elle nous a déçu beaucoup. On attendait beaucoup trop, je crois. Mais par contre, il faut quand même savoir que c'était l'UNGAS 2019 qui était prévue, en fait. Et elle a été faite en 2016 parce qu'il y a 45 pays qui ont demandé d'avancer cette réunion, notamment les pays d'Amérique latine. Donc il y a quand même des choses qui bougent, et bon, on espère que ça va effectivement évoluer petit à petit. Et il y a également des choses comme la Global Commission on Drugs, donc la Commission mondiale sur les drogues, qui comprend des éminentes personnalités du monde politique. Malheureusement, cette commission a fait des constats tout à fait clairs et évidents sur la nocivité de la prohibition. Le problème, c'est qu'elle ne rassemble que des anciens ministres, anciens présidents, anciens... Mais c'est déjà ça, absolument. Et je salue leur travail. Oui, absolument. Ruth Dreyfus. Miguel, on va peut-être donner la parole à la salle qui était très attentive, mais qui a sûrement des questions à poser aux intervenants. Bonjour. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Alors, je suis le docteur Marquet, je viens d'une région rurale. Je suis confrontée à l'augmentation des suppressions de permis par le dosage non quantitatif mais qualitatif du cannabis. Donc, je voulais avoir l'expérience des pays qui ont légalisé et aussi votre avis sur ce problème, puisque ça renvoie un peu aux gilets jaunes. C'est que moi, mes patients ne peuvent plus aller travailler. Et ce sont des consommateurs de nos âges qui ont une consommation depuis longtemps. Voilà, donc je vais savoir comment l'Uruguay, le Colorado avaient, par rapport à la législation, la prévention... Milton, Andrew, vous voulez répondre à cette question ? Que se passe-t-il pour les contrôles de cannabis, de THC, dans les personnes qui conduisent, que ce soit du cannabis récréationnel ou du cannabis thérapeutique? The data on driving is very messy for a number of reasons. The hardest thing is that we've used cannabis tax revenue to train officers to better spot people driving while high. So our arrest rates for driving while high have gone up, but that's mainly because we've just trained officers to be better at arresting people while driving while high. The better data comes out of what is called the fatal accident reporting system, just because there's no observation bias in it. That does show, again, people testing positive for cannabis more often involved. There's more often when people are in a fatal accident, they are testing positive for cannabis than before legalization. However, more broad studies about whether or not
fatal accidents have gone up in Colorado post-legalization show very minor changes, not really the safety of both Colorado and Washington, according to studies being done, either barely reach statistical significance or do not reach statistical significance in differences between before legalization and after legalization. For those that don't know, it's actually a very complicated science right now behind driving while high. There is no test for intoxication. There's test for presence of THC. And THC and intoxication are not necessarily the same thing. And so in Colorado, our system is that you have if you have 5 nanograms of THC in your blood and fail a sobriety test, then you can get a conviction. But unlike alcohol, where if you blow a certain number, you have a conviction, we don't treat THC the same way, because you could have not used for a week and still have 5 nanograms of THC within your bloodstream. Technologies are advancing in this area, but right now there is no real way of testing for intoxication roadside. Oui. Juste un commentaire, c'est vrai que contrairement à l'alcool, on ne condamne que la présence du THC, qui, comme il vient de le dire, Andrew, on peut avoir une présence depuis 48, 33 jours ou 4 jours. Et donc, on conduit avec cette présence du cannabis dans le corps, mais absolument pas sous ses effets. Hein. Mais on revient encore toujours à la même chose, c'est qu'on est dans une situation de produit illégal. Donc, il suffit de déceler sa présence pour être sanctionné, ce qui est complètement aberrant. Hein. Et en Uruguay, Jean-Pierre. Et en Uruguay, comment sont les cosas? Donc, une précision sur le cannabis au volant. Il y a 2 choses. Concernant la conduite sous ce qui est condamné comme infraction au code de la route, c'est la conduite sous l'emprise du cannabis. Et conduite sous l'emprise du cannabis, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un taux plasmatique de cannabis, je l'ai quelque part dans ma mémoire, mais enfin qui est bien défini. Et il ne suffit donc en France, et donc les forces de police peuvent être amenées à faire un dépistage de présence de cannabis, mais qui doit être suivi d'une prise de sang et d'une mesure du taux plasmatique, faute de quoi un recours légal amènera l'abandon des poursuites. Ça, c'est clair. Non, excuse-moi Jean-Pierre, mais ça a un peu changé, puisque maintenant, les tests salivaires sont suffisants pour condamner quelqu'un. Et il n'y a pas besoin de faire de confirmation plasmatique, sauf si la personne le demande, et ce sera à ses propres frais. Et comme généralement elle a consommé, elle ne le demande pas. Donc c'est complètement changé depuis même à peine un an. Et donc c'est beaucoup plus répressif. D'avocats s'en chargent et font abandonner les poursuites. Oui, mais c'est pour ça qu'on conseille à tous les usagers de réclamer et d'exiger un test sanguin. D'abord parce que le temps qu'on aille à l'hôpital, ça va faire gagner du temps. Et ensuite, parce que justement, avec la présence, avec vraiment un test sanguin, là, on aura des vrais résultats. Mais quand même, je voudrais juste souligner que contrairement à l'alcool, vous avez une tolérance pour la conduite, pour le THC, elle n'existe pas. Hein. Et si vous voulez, je crois que la différence aussi entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de contrôle systématique comme ça au bord de la route, on arrête les voitures pour tester les gens. Aux États-Unis, ce n'est pas forcément un accident, c'est ce qu'a dit Andrew, on forme les officiers à repérer les gens qui ont une conduite un peu bizarre, hein, high, ils conduisent pas bien. Là, on les arrête et là, on va contrôler, on va voir s'ils ont de l'alcool ou s'ils ont du cannabis. Et en France, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'on arrête les gens systématiquement au bord de la route, quoi qu'ils aient fait. Donc c'est une vraie différence. J'ai rencontré un médecin du VIH, d'ailleurs, à Seattle, qui lui-même était sous cannabis thérapeutique. Et il était sidéré des questions que je lui posais. Il dit, mais moi je conduis, ça ne me pose aucun problème. Je suis sous cannabis, je prends mes doses tous les jours.
Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience que, moi je suis dermatologue, je ne suis pas addictologue, hein, j'ai pris conscience que quand on avait vraisemblablement une concentration de cannabis fixe dans le sang, eh bien, il n'y avait pas ces effets qu'il y a quand on a des prises discontinues, parce qu'on a un contrôle. Bernard Roch peut-être pourrait nous donner une précision là-dessus. Mais, et du coup, il m'a dit, mais de toute façon, moi je ne risque rien, parce que la police ne m'arrêtera que si je fais des conneries sur la route. On n'a pas de contrôle systématique. Donc oui, enfin, tout ça, c'est des problèmes très pratiques, très concrets, sur lesquels il faudrait réfléchir si on veut changer notre modèle. Et là, on ne le change pas, mais on fait chier les gens, quelquefois pour rien, et d'une manière qui n'est pas raisonnable. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut un peu ouvrir les choses et essayer d'être pragmatique et de changer un petit peu de paradigme. Une autre question? Là-bas. Mademoiselle. Madame, il faut dire madame maintenant. Bonjour, j'aurais voulu savoir... Vous présentez? Fiona, je viens d'Île-de-France, je suis ancienne infirmière et je travaille dans l'éducation des professionnels de santé à prescrire du cannabis. J'avais 2 questions. Premièrement, en Uruguay, est-ce que les produits qui sont vendus en pharmacie sont considérés comme des produits OTC ou est-ce qu'il y a forcément besoin d'une prescription médicale? Et ma deuxième question, c'était le statut des produits cannabis de synthèse, autant au Canada qu'aux États-Unis qu'en Uruguay, vu qu'on sait leur dangerosité. Quel était leur statut au niveau de la loi? Merci. Miguel? Milton? No, primero quería responder a la pregunta. En Uruguay, los controles de espirometría para alcohol y cannabis son permanentes y aleatorios y la tolerancia para el alcohol es 0. Y en el caso de cannabis también es 0, pero cuando existe la duda, a requerimiento del usuario se le retira la licencia de conducir y puede hacer un control sanguíneo para determinar los niveles plasmáticos de cannabis. También existe un protocolo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, desde el punto de vista del ambiente laboral, porque también hay un riesgo de trabajar bajo los efectos del alcohol, pero también del cannabis. Existe un protocolo que se hizo a nivel de salud y en convenio con la Central de Trabajadores, por la cual bueno, es muy largo, pero hay controles a requerimiento y con aceptación de la parte sindical y en el caso de detectarse problemas serios es derivado a tratamiento. Es complicado, pero existen los controles. No, el cannabis en farmacia en Uruguay no se retira con receta médica. Basta solamente la manifestación del usuario de cannabis que se registra en las oficinas del correo y pasa a integrar la lista de usuarios que tiene derecho a retirar los 10 gramos mensuales y hasta 40 semanales para el recreativo. Actualmente está en discusión y con media sanción legislativa un sistema nacional para cannabis medicinal y terapéutico que tiene otras lógicas, pero que no es exactamente solo la receta médica. Son otros instrumentos que permiten acceder al cannabis medicinal. Pero el cannabis recreativo no necesita receta médica. No tienes que pasar por el médico para tener el derecho a la dosis personal de cannabis. Quickly on synthetic cannabis, it's illegal throughout the United States, but the incidence of use of synthetic cannabis resulting in hospitalization or death has gone way, way, way down to almost 0 in any country, in any state with more liberalized cannabis laws. And so it is actually a positive that isn't touched upon very often because some outbreaks have resulted in deaths due to synthetic cannabis. CBD right now, due to the hemp laws, there are a few incidents of people, of bad actors, mixing synthetic CBD with
with organic CBD and it making people sick, which goes to a need for better quality control at the top level. Thank you, Andrew. Une question au milieu de l'amphi, avant le déjeuner, encore 35 minutes. Tenía una pregunta para Monty Romaní. Todos esperamos que con la nueva ley, han pasado 5 años, hubiera caída en criminalidad. Sin embargo, aún no se ha observado. ¿Piensas que puede ser porque aún es demasiado pronto? ¿Piensas que a lo mejor otros factores, por ejemplo, en la provincia del norte, Cerro Largo, este aumento de criminalidad, otros factores independientes pueden estar influyendo en este factor? Yo creo que el aumento de criminalidad en el Uruguay no está necesariamente vinculado a el narcotráfico que opera con marihuana. Eso no tenemos elementos para identificarlo como tal. Es cierto que ya con las ventas que tenemos hemos incidido en el mercado de cannabis y en las organizaciones que se dedican a eso. El problema es que las organizaciones criminales tienen una gran capacidad de reconvertir su cartera de negocios. Nunca están especializadas en un tema. Y yo creo que la criminalidad en Uruguay, como la criminalidad en América Latina, hay una parte que está vinculada al narcotráfico y hay otra parte que tiene una lógica propia, lo que no quiere decir que el avance de la regulación incida, algunos dicen que incluso pueden incidir hasta negativamente. Yo creo que no. Yo creo que tomar ese mercado es positivo para el Estado y para la salud pública. Ahora, el tema de la criminalidad no se agota con la regulación del sistema de drogas, porque tiene es poliédrico también, y por lo tanto tiene muchos factores que yo creo que todavía en ninguna parte hemos desentrañado suficientemente. Gracias, Milton. Bernard Roch, vous voulez dire un mot peut-être sur la question sur le cannabis au volant Oui, cannabis justement, thérapeutique. je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est demander aux gens qui vendent, donc les firmes qui vendent ces médicaments, de mettre dans leur boîte ou dans leur préparation un certain nombre de signes qu'il ne faut pas prendre sa voiture si on consomme ce genre de cannabis. C'est exactement comme pour n'importe quel médicament. En général, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, le petit truc qu'on met à l'intérieur, là, mais qui donne des conseils à des gens qui veulent prendre un véhicule, de façon à ce qu'effectivement, ils ne soient pas sous l'effet, souvent très défectueux, vis-à-vis de la conduite automobile, mais pas seulement la conduite automobile. Donc ça, c'est une première remarque. En ce qui concerne votre remarque concernant les quantités dosées par des méthodes différentes, alors le test à la salive, il enrichit un monsieur que je connais bien, mais qui prétend que son test est très fiable, et j'en doute. Mais c'est pour ça que je recommande effectivement que si jamais on est pris par ce test, de passer tout de suite à un contrôle sanguin. Ça me paraît absolument important, et essentiel même. J'avais personnellement une question pour Madame Obormovic. Vous avez fait un exposé tout à fait remarquable, et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que finalement, il peut y avoir une discrimination entre les jeunes qui n'auront pas accès pour des raisons économiques à la drogue vendue dans les coffee shops, là, enfin les boutiques, et celles qu'ils pourraient avoir au marché noir. Enfin, et ça me paraît être une discrimination. Et tout de suite, on voit très bien qu'aux États-Unis, la population noire va être plutôt attirée par le côté pervers, si je puis dire, parce que c'est un problème de revenus. Donc il y a une sorte d'inégalité
économique dans l'accès à ces molécules. Oui, effectivement, c'est un des effets contre-productifs, mais qui ne concerne pas seulement les jeunes, qui concerne l'ensemble des consommateurs. Bien sûr. Alors ça, c'était vrai surtout au début de l'ouverture du marché. Avec la baisse des prix qu'on a vue depuis, ça pourrait éventuellement changer. Et puis l'autre élément de discrimination sociale et raciale aux États-Unis, c'est l'accès au marché pour les opérateurs, qui pour l'instant, alors justement en Californie, il y a eu des programmes pour promouvoir l'équité sociale et pour favoriser l'accès de certaines communautés à la prise de ce marché, si on peut dire. Donc voilà, ça c'est vraiment une des tendances dans les derniers États qui ont légalisé, d'essayer de faire en sorte que l'occupation du marché soit accessible à l'ensemble des communautés ethniques, et sociales et raciales. Oui, je pense que c'est important en France parce que, comme vous le savez, la France veut absolument qu'il y ait une égalité entre les gens riches et les gens pauvres. Oui. Et donc, ça va être une source de débat. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être, au modèle capitaliste américain, préférer un modèle plus communautaire, style justement Cannabis Social Club. On a vu en Catalogne, par exemple, il y en a plus de 800. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui peuvent se faire. Et en tout cas, les organisations pro-cannabis françaises sont vraiment sur le système Cannabis Social Club plutôt que sur un système à l'américaine, dans lequel d'ailleurs je m'interroge aussi sur la réduction des risques. Est-ce que ces grandes entreprises, ce serait une question qu'on pourrait poser pour une dernière fois, est-ce qu'elles font de la réduction des risques vraiment sur le cannabis, parce qu'il y a une réduction des risques à faire, bien évidemment, hein, alors que dans les Cannabis Social Club, il y a une vraie réduction des risques qui est faite sur le cannabis. Merci Miguel, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Et je vais, si vous voulez bien, donner 2 minutes pour un mot de conclusion à Bernard Kouchner, qui a eu un rôle très important dans toute cette histoire. Oui, eh bien, écoutez, je suis très content d'avoir assisté à une si belle conférence. Je vous trouve un peu optimiste par rapport à ma pratique, mais j'ai appris beaucoup de choses. Mais attention, c'est vrai, le rôle de l'économie, le rôle finalement de l'argent, des plantations et tout ça peut jouer un rôle extrêmement pervers par rapport à notre pays. Le fait que les Américains s'enrichissent et que beaucoup d'argent coule dans les poches canadiennes, ça ne va pas être un argument très positif, je vous l'assure. Donc, tu es d'accord avec moi? Bon, alors on est deux, mais ça ne fait rien, je trouve que c'était... Je voudrais remercier... Ah bah t'es Jean-Pierre, pardon, je savais que tu étais sorti, alors je voulais transmettre. J'ai trouvé ça formidable, c'est d'une ouverture d'esprit et en même temps d'une acuité scientifique réelle. Et bravo, continuons. Ce n'est pas la peine de le faire tous les 2 ans, tu peux le faire annuellement. Merci.